le journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Les titres du journal. Le corps judiciaire gabonais reprend ses activités. Événement marqué par l'installation du premier président de la Cour de cassation. Un logement pour tous, amélioration de l'environnement urbain. C'est la thématique de la journée mondiale de l'habitat célébrée le premier lundi d'octobre de chaque année. Nous ferons un focus sur les personnes vivant dans les quartiers sous-intégrés de Libreville. Gouvernance hospitalière au Gabon, le CHU de Libreville met en place sa commission médicale d'établissement. Dr Adrien Mougougou, porté à la tête de cet organe après élection. Enfin, le tour préliminaire des Coupes africaines de clubs, c'est pour les 18 et 19 novembre prochains. Manga Sport, un des représentants gabonais, peine à se préparer en raison des restrictions sanitaires liées au coronavirus. Le saviez-vous? Il existe des gestes simples à connaître pour empêcher la propagation du coronavirus. On les appelle les gestes barrières. Quels sont-ils? Se laver fréquemment les mains avec un désinfectant à base d'alcool ou de l'eau et du savon. En cas de toux et d'éternuement, couvrez la bouche et le nez avec le coude fléchi ou un mouchoir. Jetez immédiatement le mouchoir et lavez-vous les mains. Évitez tout contact étroit avec une personne ayant de la fièvre et de la toux. Saluez sans se serrer la main. Évitez les embrassades. Nettoyez les objets et les surfaces souillées. Si vous présentez des symptômes de la grippe, fièvre, toux, éternuement, difficulté à respirer, ne vous rendez pas dans une structure sanitaire ou chez votre médecin traitant. Appelez le 1410. Bonsoir à tous, je suis Achille Mwanda Moussotsi. Cela dit, la rentrée judiciaire au Gabon s'est tenue aujourd'hui, le premier lundi du mois d'octobre. L'audience solennelle de cette reprise des activités des cours et tribunaux au palais de justice de Libreville a été précédée de l'installation du premier président de la Cour de cassation, Ahmed Ryan Zingi. C'est par l'hymne national que le temps de l'audience solennelle marquant la rentrée judiciaire a été donné au palais de justice de Libreville conformément aux dispositions en vigueur. Je vous donne acte de vos réquisitions, déclare close l'année judiciaire 2019-2020 et ouverte l'année judiciaire 2020-2021. Dit que de tout, il sera dressé procès-verbal conformément à la loi. Présidé par Gilbert Ngoulakia, premier président de la Cour des comptes, cette audience solennelle a permis à l'appareil judiciaire de jeter les bases de son activité pour l'année 2020-2021. Que le raffermissement et la consolidation de l'état de droit s'illustrent davantage par des résultats satisfaisants devant être obtenus par le pouvoir judiciaire. Au cours de cette même année judiciaire, l'inspection générale des services judiciaires soit dotée des moyens devant lui permettre d'évaluer la performance des cours et des tribunaux comme par le passé. Que l'année judiciaire 2020-2021, puisqu'il s'agit d'elle, se déroule sous la protection maternelle de la Vierge Marie et le regard bienveillant de Dieu. Notons que cette rencontre, qui a vu la participation du chef de l'État, président du Conseil supérieur de la magistrature, était précédée de l'installation du premier président de la Cour de cassation, Julienne Olga Nzamba Masunga, épouse Chikaya, nommée le 4 août dernier lors de la tenue du Conseil supérieur de la magistrature. Cette cérémonie de rentrée judiciaire 2020-2021 s'est déroulée en présence du chef de l'État Ali Bongo Ndimba en sa qualité de président du Conseil supérieur de la magistrature. Aline Zila rapporte. Comme chaque premier lundi du mois d'octobre, c'est la reprise des activités du corps judiciaire pour la nouvelle année. C'est le chef de l'État Ali Bongo Ndimba, président du Conseil supérieur de la magistrature, qui a honoré de sa présence cet événement. Après quelques semaines de vacances, les responsables de l'appareil judiciaire ont repris le chemin du palais de justice. Promu le 4 août dernier, Julienne Olga Nzamba Masunga, épouse Chikaya, a été installée dans ses nouvelles fonctions de premier président de la Cour de cassation. Elle est la toute première femme placée à la tête de cet organe judiciaire. Le deuxième temps fort de cet événement est marqué par l'audience solennelle de rentrée judiciaire des cours et tribunaux. Au nom de la famille judiciaire, le premier président de la Cour des comptes a souligné l'importance du rôle de l'institution judiciaire dans ses missions régaliennes. Gilbert Ngoulakia, premier président de la Cour des comptes, représentant du corps judiciaire et président de l'audience solennelle. S'agissant de la mise en œuvre de l'état de droit par le pouvoir judiciaire, elle doit être perçue à travers la manière dont les juges et les auxiliaires de justice accomplissent
leur mission ou exercent leurs fonctions. À cet effet, les hommes et les femmes chargés de l'application de la loi dans un tel état doivent, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, faire preuve de rigueur, de professionnalisme et de neutralité ou d'impartialité, tout en se rappelant constamment, en toutes circonstances et en tout lieu, la formule de leur serment dont le contenu vient d'être rappelé par Madame le procureur général de la Cour des comptes, représentant le ministère public à la présente audience. Selon Gilbert Ngoulakia, la promotion d'une femme à la tête de la plus haute juridiction du pays en matière judiciaire est la marque de la vision du chef de l'État pour la promotion de la parité homme-femme dans l'intérêt de la consolidation de l'État de droit au Gabon. Du côté de l'Assemblée nationale, la Commission des lois, des affaires administratives et des droits de l'homme auditionne demain dès 9h30 Denise Mekamneu épouse Tati, le ministre d'État, ministre des Relations avec les institutions constitutionnelles et des autorités administratives indépendantes sur le projet de loi portant ratification de l'ordonnance du 14 août 2020 relative à la création, organisation et fonctionnement de l'autorité nationale de vérification et d'audit. La communauté internationale célèbre aujourd'hui la Journée mondiale des enseignants. L'édition 2020 met à l'honneur la profession autour du thème « Enseignants, leaders en temps de crise et façonneurs d'avenir ». Au Gabon, le Sénat, syndicat de l'éducation nationale, a construit une stèle en mémoire de Martine Oulaboumbadinga, enseignante ayant trouvé la mort le 23 mars 1992 au cours d'une marche syndicale à Libreville. Ramoussavou de Santa Fe rapporte. La 26e journée mondiale de l'enseignant est l'occasion tout indiquée de mettre cette profession à l'honneur. Au Gabon, les professionnels du secteur ont passé en revue les points des progrès accomplis et fixé les perspectives autour du thème « Enseignant, leader en temps de crise et façonneur d'avenir ». Au Gabon, comme dans de nombreux pays de la planète, l'exercice de cette profession a été fortement perturbé par la Covid-19. Fridolin Vemessa, secrétaire général du syndicat de l'éducation nationale. L'enseignant a joué un rôle déterminant dans la vie de chacun d'entre nous parce que c'est grâce à l'enseignant que nous sommes ce que nous sommes devenus aujourd'hui. Beaucoup a changé. Pour l'édition 2020, le ministère de l'Éducation nationale a tenu à rendre hommage aux enseignants en allant ériger une stèle et une pancarte à l'école Martine Oulaboumbadinga qui portera désormais son nom et son effigie pour rendre hommage à cette enseignante qui a été assassinée pour avoir revendiqué une meilleure école gabonaise. À 3 semaines de la rentrée administrative et 5 semaines du début des cours pour le compte de l'année académique 2020-2021, les partenaires sociaux appellent à l'organisation des examens du CEPE et du BEPC. Emmanuel Mvemba, président de l'Union syndicale des enseignants du Gabon. Nous demandons au gouvernement, même si ce n'est pas avant la rentrée effective, d'organiser ces 2 examens afin que nos apprenants, notre jeunesse, puissent passer effectivement ces examens. Car ne dit-on pas que la jeunesse est l'avenir du pays? Il s'agit des premiers diplômes, non seulement du premier degré, mais également du second degré. Il est important que nous ayons effectivement une rentrée scolaire apaisée, mais avec la validation de ces 2 examens. La Journée mondiale de l'enseignant est donc l'occasion de célébrer les progrès et de réfléchir aux moyens de surmonter les défis qui subsistent dans la promotion de la profession enseignante. Ramoussavou de Santa Fe. Du côté de l'enseignement privé, précisément chez les conventionnés, l'événement passe sous silence. Le constat est signé. Greta Matsanga. Sur près de 6 écoles privées primaires, secondaires et supérieures visitées, le constat a été le même. Aucune manifestation prévue pour cette journée mondiale de l'enseignant. Comme les 5 doigts de la main, chacun pratiquait son métier. Pour ces enseignants exerçant au sein de ces établissements, le contexte actuel ne s'y prête pas. Dr Prosper Metouguénan, coordonnateur des activités administratives et pédagogiques de Libreville School Business. En ce moment, c'est un peu difficile de regrouper les enseignants, les étudiants par rapport à la situation du Covid. Donc même si l'intention y était, mais le fait de regrouper les personnes en ce moment est un tout petit peu difficile. Donc du coup, effectivement, on est honoré qu'il y ait une journée dédiée aux enseignants aujourd'hui, mais malheureusement,
on n'a pas pu se regrouper, nous, pour essayer d'organiser une activité spéciale à cette occasion. Enseignants, leaders en temps de crise et façonneurs d'avenir, une thématique pour cette année 2020 qui mérite une profonde réflexion. Les enseignants ne sont pas seulement là pour apporter simplement la connaissance, mais ils sont également là pour produire les biens et services que nous utilisons au quotidien à travers la recherche, et c'est ce qui se fait actuellement sur le plan de la médecine. Donc c'est vraiment un thème très très profond, façonneur d'avenir, oui, parce que c'est nous qui formons les ressources humaines, qui valorisent toutes les ressources naturelles que nous avons aujourd'hui et qui nous servent. C'est ici la pensée du docteur Prosper Metouguénan. D'autres également pourraient se prêter au même exercice, à défaut de se réunir. Car la Journée mondiale de l'enseignant a été initiée aussi pour une prise de conscience quant au rôle des éducateurs dans la société. Le ministre en charge de l'enseignement supérieur semble avoir dénoué le nœud de l'adéquation formation-emploi. Les formations sont fonction des besoins du marché de l'emploi. L'orientation des élèves et étudiants désormais confiée au secrétariat d'orientation scolaire, universitaire et professionnelle. Une démarche, Nick Jocelyn Fouba, qui permettrait de réduire les effectifs pléthoriques au sein de l'université. Omar Bongo par exemple. Déjà connu pour ses effectifs pléthoriques qui font l'objet des plaintes venant des enseignants, des étudiants et des parents, le Temple du Savoir, l'université Omar Bongo, avait été construit pour accueillir à la base 8000 étudiants. Aujourd'hui, la plus grande université du pays a largement dépassé en termes d'effectifs les 8000 étudiants comme convenu, entraînant ainsi un fort taux d'échec. Pour le ministre en charge de l'enseignement supérieur, l'une des solutions pour résoudre cette difficulté, c'est d'abord l'orientation des étudiants. Le professeur Patrick Mugiama, Daouda. On a un fort taux d'échec à l'université du fait de l'orientation, mais aussi parce qu'on a un très fort taux de diplômés au chômage. Et tout ça, ce sont des conséquences de l'absence d'orientation. Alors, l'orientation ne va pas tout régler, ce n'est pas la baguette magique, mais ça va régler un certain nombre de choses. Ça va régler l'essentiel. Et encore une fois, dans l'intérêt de l'étudiant, dans l'intérêt des parents et dans l'intérêt de l'État. Il faut mieux orienter les étudiants pour qu'au sortir de leur formation, ils ont de meilleures chances d'avoir un emploi. Évidemment, l'université gardera sa vocation de formation citoyenne. Il y a des gens qui travaillent déjà qui voudraient aller à l'université. On ne leur formera pas la porte de l'université pour autant que les capacités d'accueil le permettent. Les autorités du ministère de l'Enseignement supérieur ont à cœur de redorer l'image de la première université du pays, marquée ces dernières années par des grèves à répétition, des années académiques qui tirent en longueur et un effectif pléthorique. Autre journée célébrée aujourd'hui, la Journée mondiale de l'habitat. Un événement qui met l'accent cette année sur le droit fondamental de tous à un logement adéquat et rappelle également à la communauté internationale sa responsabilité collective dans l'avenir de l'habitat. La rédaction de Radio Gabon saisit l'opportunité pour lever le voile sur les personnes vivant dans des quartiers sous-intégrés, dans des logements inadéquats. Caroline Assoumou-Mombe. Mais on va faire comment? Elle, c'est Maman Marie, habitant du quartier Plein Ciel Bisségué, situé dans le 5e arrondissement. Depuis plus d'une vingtaine d'années, elle est à la recherche d'un idéal en matière de logement. Mais, dommage. C'est ici qu'on a eu le terrain. Pour trouver d'abord le terrain, c'est compliqué. Quand vous trouvez une place où vous voulez construire, voilà l'État qui vient, ils veulent mettre telle chose, mais on n'a jamais vu ça arriver. Quand il pleut, tout ça c'est rempli. Vous ne voyez pas l'exemple. La petite pluie d'hier, là, rempli, mais on est en train de se débrouiller plus que c'est notre terrain. Sa présence dans cette zone se justifie par le manque de terrain viabilisé, facile d'accès dans la capitale et de ressources financières considérables. En bordure de route, c'est pour les chefs eux-mêmes. Donc, on ne peut pas aussi rester éternellement locataire. Exemple, j'ai trouvé un terrain à Ioumbie. Voilà, les gens arrivent qu'on veut construire maintenant le camp de la Gère. Nous, on va nous faire partir et la Gère, on va planter la Gère. Donc, on est obligé, si l'État peut penser aussi que quand on trouve des places, on nous laisse avec nos places. Le pire, c'est la présence accrue des reptiles sur ce terrain marécageux et à quelques mètres de là, surpris en plein chantier, Junior s'est empressé à son tour d'exprimer son ras-le-bol. J'ai acheté le compteur. Mon compteur est en train de pourrir. Je n'ai pas l'eau. Dans le mappa, c'est le terrain que nos parents nous ont laissé. Donc du coup, au centre-ville là-bas, on va voir quel terrain. Les quartiers sous-intégrés ont un rêve, celui d'être aux normes de la mondialisation. À côté de l'habitat, il y a des infrastructures routières. Difficile de circuler aisément en cette période pluvieuse
au centre-ville de Libreville, précisément au niveau de l'UGB. Automobilistes et autres piétons peinent à se mouvoir à cette partie de la capitale gabonaise. Edgar Kaba nous décrit l'atmosphère à cet endroit. Ali tient un petit café-terrasse au centre-ville, non loin de l'Union gabonaise de banque. Lui et ses clients, lorsqu'il pleut abondamment, subissent le désagrément d'une grande partie de la route qui s'inonde. Certains clients ne peuvent pas traverser, ou alors ils sont obligés de faire le grand tour. Ça fait déjà plus de 15 ans que c'est comme ça. C'est impossible de passer à pied lorsqu'il pleut. Et même pour des voitures basses, c'est impossible. Un restaurant en face là, il ferme, il est obligé de fermer dès que c'est inondé. De l'autre côté de la rue, un autre opérateur économique nous parle des dégâts occasionnés par cet obstacle. Il y a eu une inondation, l'eau est entrée dans les magasins, les prises électriques, ça a créé un court-circuit. C'est du matériel informatique comme des ordi, des pochettes. Allons vers un troisième interlocuteur. Au volant d'un petit taxi, il est obligé de trouver d'autres stratégies lorsque cette voie devient impraticable à cause du trop plein d'eau. Si un client veut passer par ici, vous faites comment maintenant? Il est content de descendre avant d'arriver ici là. Gilbert est venu retirer de l'argent. Lui aussi a dénoncé ce mauvais état de la route. Moi-même, quand j'allais à l'école, on m'a envoyé ici à l'hygiène scolaire pour venir faire des examens scolaires. Déjà, la route ici, elle s'inondait. Donc, c'est pas d'aujourd'hui. On gagnerait beaucoup à ranger cette voie pour les opérateurs économiques. Maman Martine, assise derrière sa table, sur laquelle elle a posé ses vivres destinés à la vente, nous explique le calvaire vécu à cet endroit, à la moindre pluie, qui s'abat en plein cœur du centre-ville. Moi qui vends là, je suis toujours inondée. Il faut que à tout moment, je dois déplacer mes effets pour mettre ça à côté. Quand il pleut, je rentre à la maison. Et s'il y a toujours il y a l'inondation, il y a des fois, je fais 3 à 4 jours, je suis à la maison. Quand il pleut, il n'y a pas de recette. Mes clients ne passent plus par là. À cette allure, on n'est pas sorti de l'auberge avec le mois d'octobre et ses pluies diluviennes. Parlons gouvernance hospitalière. Le docteur Adrien Mougougou vient d'être porté à la tête de la commission médicale d'établissement du centre hospitalier universitaire de Libreville. Cette élection concrétise une décision du ministre de la Santé, Guy Patrick Obiandon, annoncée en août dernier. Le rôle et mission de la commission médicale d'établissement avec le docteur Adrien Mougougou au téléphone de Nick Jocelyn Fouba. La commission médicale d'établissement, c'est un organe représentatif de toutes les corporations de l'hôpital et qui doit servir de conseil à la direction générale. C'est elle qui donne son avis, certes consultatif, mais qui donne son avis sur toute la gouvernance de l'hôpital. C'est elle d'ailleurs qui est au cœur du projet d'établissement des différents hôpitaux dans lesquels cette entité est mise. C'est un organe d'ailleurs statutaire. Dans le décret 178 qui organise la gouvernance hospitalière, notamment au sein des CHU, cet organe y est. Et donc la création ou la mise en forme de cet organe participe aussi à s'arrimer à ce qui est prévu par la loi. Et donc, Monsieur le ministre ait décidé de mettre en place ces commissions médicales d'établissement, c'est tout en son honneur. Et nous osons espérer que nos conseils serviront, parce que c'est effectivement les conseils qui viennent de la base. Là-dedans, toutes les corporations, disais-je, sont représentées. Un représentant des infirmiers, un représentant des sages-femmes, un représentant des pharmaciens, un représentant des médecins. Bref, tout le monde est là-dedans. Et puis, à la tête de ce collège, il y a un bureau composé d'un président, d'un vice-président et d'un rapporteur. Donc, le bureau ne fait que monter plus haut ou bien coordonner les idées qui viennent des services, des chefs de département, et nous mettons tout ça en musique et nous conseillons la direction générale de l'hôpital pour rendre effectif tout ce dont les praticiens ont besoin. Voilà en gros résumé le rôle de cette commission médicale d'établissement. Docteur Adrien Mougougou, président de la commission médicale d'établissement du CHU de Libreville. Le volet santé est également abordé dans l'émission Gabon Politique de demain mardi dès 10h05 avec pour invité Heinz Essongué, président du parti de l'opposition Bloc des Patriotes Unis. Le leader de cette formation politique se prononce sur la prorogation de l'état d'urgence sanitaire au Gabon sollicité au Parlement par le gouvernement. On l'écoute en avant-première. Le gouvernement est responsable de la situation sanitaire du peuple gabonais. Donc si ce gouvernement aujourd'hui estime demander encore au niveau de l'Assemblée nationale et du Sénat une prolongation de 45 jours, nous estimons, nous, politiques, ou encore le peuple, nous devions accepter cela. À partir du moment où ce même gouvernement, aujourd'hui, à la tête du ministère de la Santé, le docteur Patrick Obiandon, qui autrefois était le porte-parole du COPIL.
Donc nous estimons que ce dernier, y compris le ministre de l'Intérieur, détiennent des chiffres que quelquefois le commun des mortels nous ne détenons pas. C'est pour dire simplement que nous pouvons effectivement trouver à redire sur cette prolongation de 45 jours qui fera en sorte que les Gabonais dans leur entièreté se retrouvent dans des difficultés. Parce qu'il ne faut pas aussi occulter quelque chose. Il faut se le dire que depuis l'avènement du coronavirus au niveau du Gabon, les petits commerces et autres et tout, les églises sont quasiment fermées. Et beaucoup vivent malheureusement de cela. Donc, ce que le peuple demande aujourd'hui, ce n'est pas de rejeter la proposition du gouvernement de prolonger de 45 jours, mais c'est demander un certain allègement. Est-ce que certains commerces, parce que des pères et des mères de famille nourrissent leur famille de cela, peuvent, n'est-ce pas, voir aujourd'hui leur commerce se rouvrir, afin que ces derniers puissent prendre les responsabilités qui sont les leurs. Nous sommes à quelques jours de la rentrée, c'est-à-dire le mois prochain, ces derniers se retrouvent dans des situations assez difficiles. Donc le gouvernement, oui, la prolongation, nous sommes d'accord, mais qu'il voit un peu comment alléger pour permettre à ces Gabonais, n'est-ce pas, de pouvoir assumer les responsabilités quotidiennes qui sont les leurs, de permettre à leurs enfants d'aller à l'école, d'être mieux scolarisés tout comme les autres, et de pouvoir aussi payer leur loyer, donc gérer leur quotidien de manière générale. Heinz Essongé, le président du bloc des Patriotes Unis, invité de Gabon Politique demain dès 10h05 sur Radio Gabon. Allons à Makokou où le membre du comité permanent du PDG, Alain-Claude Bilibize, vient de s'entretenir avec les responsables et élus locaux de sa formation politique dans la province de Logwe-Ivindo. Objectif, raviver les troupes. Makokou, Cécilia Akuma Mendoma. Le message du membre du comité permanent était axé sur l'unité des 6 CECI de la province de Logwe-Ivindo, la redynamisation des structures du parti, puis l'assurance de la bonne santé du Parti démocratique gabonais. Paulin Zéoumbami, secrétaire provincial du Parti démocratique gabonais de la province de Logwe-Ivindo. Le membre du comité permanent du bureau politique, Alain-Claude Bilibize, a rendu visite aux responsables des structures de base, notamment le provincial, le départemental, le communal et l'ensemble des fédéraux présents à Makokou. Alors, il nous a demandé de nous mobiliser et il nous a demandé également de travailler comme par le passé. Et il nous a également dit que il est là, à nos côtés, il va s'occuper de nous. Le parti se porte bien. Au niveau de Libreville, le président de la République a des relais et partout. Et au niveau de la province, c'est nous qui faisons le travail sur le terrain. Donc le message a été très bien perçu à la satisfaction générale. Le message, c'est pour demander à nos militantes et à nos militants de travailler davantage. Nous sommes sur un travail d'évaluation de toutes les structures, les fédérations, les sections, les comités. Donc ils doivent travailler, il n'y a que ça. Nous avons des batailles à venir. Comme d'habitude, le Logwe-Ivindo doit toujours triompher. À l'issue du message de paix transmis par le membre du comité permanent du Parti démocratique gabonais de la province de Logwe-Ivindo, la satisfaction était totale sur l'ensemble de la notabilité politique présente à Makokou. Alain-Claude Bilibize reste accessible à ceux qui souhaitent s'unir pour la construction d'un avenir meilleur. De Makokou, Cécilia Akuma Mendoma pour Radio Gabon, la référence. Retour à Libreville pour parler de l'ouverture officielle aujourd'hui de la première école d'humour d'Afrique. Elle accueillera aussi bien les artistes en herbe gabonais que ceux issus d'autres pays du continent. Une initiative de l'artiste Omar Defunzo Ngenge. Gaël Mbimba Okoko. Située à moins de 100 mètres du carrefour Antraco dans la commune d'Akanda, cette école dispose d'une salle VIP de 250 places maximum. Et c'est ici que toutes les productions théâtrales vont se faire. 12 humoristes de renom tels que Yann Coco qui s'est déjà produit au Parlement du Rire et Bois Amer y sont inscrits pour un renforcement de capacité. 10 jeunes passionnés par l'humour ont aussi décidé de s'engager dans cette formation de 2 ans. Omar Defunzo, promoteur. Aujourd'hui, la fonction publique est en train de montrer qu'elle a atteint ses limites au niveau du recrutement. Donc, nous devons soulager l'État un tant soit peu avec tous ces humoristes que nous allons mettre sur le marché du spectacle. Là, nous sommes en train de discuter avec certaines organisations internationales pour créer un système de bourse. La première année, je vais la consacrer exclusivement aux 12 et les 10 de la réserve. Au bout de la deuxième année, on pourra ouvrir l'école aux autres humoristes de la sous-région. Là, nous sommes en discussion, par exemple, avec l'ambassade des États-Unis, parce qu'au bout de 2 ans, nos humoristes doivent être capables de jouer en français et en anglais. Omar Def
ou Omar Defunzo Ngenge, un humoriste qui n'est plus à présenter au regard de son parcours atypique. Depuis 1994, il se lance dans le théâtre et bénéficie en 1995 d'un stage organisé par Oncle Ntsama. Puis il est découvert par le grand public grâce à l'émission Le Rire à Gogo. C'est en 1998 qu'il va décider de faire carrière solo où il va s'auto-former pour combler ses limites. Une expérience qu'il souhaite transmettre par le biais de cette école panafricaine. Pour qu'il soit des références dans la société. Nous, ce qu'on souhaite, c'est que l'humoriste, ce n'est pas celui qui a raté sa vie, mais c'est celui qui est intelligent, c'est lui qui a une réflexion, parce que le travail que nous faisons, ce n'est pas donné à tout le monde. C'est pour montrer aussi qu'on peut rater son départ, mais réussir son arrivée. Le plus important, c'est de reconnaître ses limites, ses faiblesses, pour en faire des forces, pour trouver de l'énergie nécessaire pour pouvoir avancer dans la société. Maintenant, le véritable diplôme, c'est ce que ces jeunes-là vont prouver sur le terrain. La culture, l'ADN d'un pays, l'école des métiers de l'humour, créée par Omar Defunzo, est désormais à compter parmi les ambassadeurs de l'identité Gabon au banquet de l'universel. L'actualité internationale, c'est avec vous, Tian Davila Lengimini. Vous débutez par le Mali, où on parle de la libération de plus de 100 djihadistes. Cette démarche s'inscrit dans le cadre des négociations pour obtenir la libération de Sophie Petronin, humanitaire française enlevée le 24 décembre 2016 par des hommes armés à Gao, et de Soumaïla Sissé, ancien chef de l'opposition parlementaire, kidnappé le 25 mars dernier alors qu'il était en campagne pour les législatives. Il faut signaler que la libération de ces djihadistes intervient alors même que le Mali est passé sous une nouvelle autorité avec le coup d'état militaire qui a renversé le président Ibrahim Boubacar Keïta. En Sierra Leone et en Guinée-Bissau, les écoles ont officiellement rouvert ce lundi après 6 mois d'interruption en raison de la crise sanitaire liée à la Covid-19. Tout a été mis en place pour le respect des règles contre l'épidémie. Cependant, la fréquentation reste encore timide. Enfin, en France, l'Assemblée nationale examine demain le projet de loi relatif à la restitution des biens culturels au Bénin et au Sénégal. C'est l'occasion aussi d'aborder le rôle des chefferies traditionnelles. Le sport. Le tour préliminaire des coupes africaines de clubs débute le 18 novembre prochain. Manga Sport de Mwanda, un des clubs gabonais engagés dans cette compétition, peine à se préparer en raison de la Covid-19. Le club, sponsorisé par la Comilogue, n'a toujours pas repris le chemin des entraînements. Hervé David Magena. Tout à fait, Achille Mwanda Moussoti, Manga Sport de Mwanda, le représentant du Gabon en Coupe de la Confédération africaine de football, ne sait plus à quel sein s'est voué à moins de 1 mois des préliminaires allés de la Coupe de la CAF. Manga Sport n'a pas repris le chemin des entraînements, une situation plus que préoccupante pour l'entraîneur du club de la Comilogue. Il interpelle les décideurs du football gabonais à prendre ce problème à bras le corps. Kevin Johnny. C'est une situation déplorable parce que depuis près de 6 mois, les joueurs ne sont plus en compétition. On a suspendu le championnat au mois de mars et jusqu'à nos jours, les joueurs sont en trêve. Donc on a déjà la trêve la plus longue parce que 6 mois de trêve, c'est trop pour un sportif de haut niveau. Ensuite, on n'a pas la possibilité de s'entraîner pour l'instant parce que le pays reste encore confiné avec les mesures sur la pratique du sport collectif. Ça nous pose aussi problème. Donc ensuite, on ne peut pas reprendre les compétitions au niveau national parce que le championnat, il n'est pas d'actualité. On ne peut non plus reprendre les entraînements pour commencer à préparer l'équipe alors que les dates des compétitions internationales sont connues. C'est une situation vraiment déplorable pour nous. Avec mon président, on a saisi la fédération pour demander une dérogation qui nous permettra de reprendre les activités, ne fût-ce que s'entraîner. Nous sommes à l'attente de la réponse des plus hautes autorités. Hervé David Magena, les Panthères du Gabon affrontent le 11 octobre prochain les Écureuils du Bénin. La confrontation a lieu à Lisbonne au Portugal. Le Gabon pourrait enregistrer des absences dans sa tanière en raison des blessures de plusieurs joueurs.
Le sélectionneur national des Panthères du Gabon, Patrice Neveu, a véritablement des soucis à se faire. À peine rendu public la liste des 23 Panthères convoqués pour le match face au Bénin le 11 octobre prochain, le technicien français fait face à une cascade des joueurs indisponibles. Après le forfait du gardien Jean-Noël Hamon pour des problèmes administratifs, les Panthères viennent d'enregistrer le forfait de Mario René Lemina et de Johan Serge Obiang. Ces deux joueurs ne seront pas de la partie à Lisbonne. Le défenseur de Rodez souffre d'une blessure à la cuisse droite. Pour le remplacer, Neveu a fait appel au jeune Anthony Oyono Onva, sociétaire de Boulogne-sur-Mer, club de 3e division française. Quant à Mario René Lemina, le milieu du terrain de Fulham souffre d'une blessure à la cuisse droite. Pour le remplacer, le coach national a fait appel à Aaron Salem Boupenza, un autre joueur qui pourrait manquer à l'appel coach Neveu, et lui Ameka Ochanga, le milieu de terrain de Niort, 2e division française, a quelques soucis de santé. Avec cette cascade de forfaits, Patrice Neveu n'a pas le sommeil tranquille. L'effectif actuel de la sélection nationale gabonaise n'a pas de doublure pour remplacer certains titulaires en cas de blessure ou d'indisponibilité. C'est avec ces nouvelles de sport que se referme ce journal, mais avant, le rappel des titres. Le corps judiciaire gabonais reprend ses activités, événement marqué par l'installation du premier président de la Cour de cassation. Un logement pour tous, amélioration de l'environnement urbain, c'est la thématique de la Journée mondiale de l'habitat célébrée le 1er lundi d'octobre de chaque année. Nous avons fait un focus sur les personnes vivant dans les quartiers sous-intégrés de Libreville. Gouvernance hospitalière au Gabon, le CHU de Libreville met en place sa commission médicale d'établissement. Dr Adrien Mougougou, porté à la tête de cet organe après élection. Enfin, le tour préliminaire des Coupes africaines des clubs, c'est pour les 18 et 19 novembre prochains. Mangasport, un des représentants gabonais, peine à se préparer en raison des restrictions sanitaires liées au coronavirus. La collaboration rédactionnelle de Tian Davila Lengimini et Hervé Davi Magena. Le montage est assuré par Shelly Emaneya. La mise en onde est de Léopold Lombo-Moinzoko. Je suis Achille Mondamosoti. À demain. Vous êtes câblé sur Radio Gabon émettant de Libreville, 88.7, 96.5 FM. Où que vous soyez, nous sommes avec vous.